Bonjour à tous, bonjour messieurs, merci d'être parmi nous. Donc moi je me présente, je suis Marie Castelli, je suis secrétaire générale de l'AVER France, qui est l'association en fait professionnelle nationale pour le développement de la mobilité électrique. Alors la mobilité électrique évidemment pour nous c'est une mobilité d'avenir. Il y a énormément de facteurs aujourd'hui qui se rassemblent pour nous montrer que ça va se développer. L'urgence environnementale, bien sûr, mais aussi des préoccupations économiques comme la flambée du cours du pétrole. Et on peut s'attendre à un véritable développement du marché du véhicule électrique qui a été estimé à 2 millions de véhicules en circulation pour 2020. Alors, ce développement d'un marché, il n'est pas sans conséquences, il va forcément poser des problèmes, amener des problématiques, et notamment des problématiques par rapport au réseau électrique. Adaptation du réseau de distribution, développement de bornes intelligentes, gestion et opération de toutes ces infrastructures de charge qu'il va falloir installer, stockage de l'énergie, sont autant de questions finalement qui se posent avec le développement du véhicule électrique. Donc ce qu'on peut se demander, c'est quelles sont les solutions qui sont aujourd'hui développées, et grâce à ces experts, nous allons pouvoir vous apporter des réponses, et quel est notamment, puisque c'est le sujet de ces 3 jours, le rôle des smart grids dans le développement de cette nouvelle mobilité. Alors, je commencerai par une question finalement qui est la question la plus simple et en même temps qui demande véritablement une réponse, c'est pour la recharge des véhicules électriques, quel système doit-on choisir et quelles sont les meilleures infrastructures? Alors, je commencerai par vous, Olivier Auger. Donc, vous êtes Global Product Manager chez ABB, qui est leader mondial dans les technologies de l'énergie et de l'automation et qui est très impliqué dans la mobilité électrique. Donc, quelle est la position d'ABB sur ce sujet-là? Alors, elle est très très large parce que lorsqu'on parle de mobilité, je dirais que ça commence au niveau du vélo électrique. Et puis ça finit, ça pourrait imaginer même l'avion électrique, puisqu'il y a des Solar Impulse à montrer la voie dans ce domaine. Mais dans ce créneau, je dirais qu'on commence, nous, sur la partie qui concerne, on ne fait pas le vélo électrique, on commence à partir de la voiture. Et puis on s'arrête aux grands bateaux, avec des chaînes de traction qui sont complètes. Alors, clairement, se pose la question, je veux dire, quelles infrastructures elles sont diverses. Parce que vous pouvez vous imaginer que lorsqu'on a juste un véhicule qui fait un peu moins d'une tonne par rapport à un paquebot ou des bateaux qui vont faire quelques centaines 30 000 tonnes, 50 000 tonnes, le système sera totalement différent. Par contre, ils sont tous aujourd'hui concernés par un problème qui est celui du stockage d'énergie aussi. Et c'est là qu'il y a un petit peu la clé, c'est de savoir comment on va gérer le stockage d'énergie à bord de ces équipements. Alors, pour les voitures, la solution aujourd'hui pour ABB, elle est extrêmement simple. C'est que comme on est un acteur mondial, des normes se mettent en place et nous, on implémente et on réalise. Et c'est clair qu'on veut couvrir le marché. Donc, c'est aussi simple que ça. Bien sûr, on est un acteur qui amène aussi des solutions qui permettent aux gens de pouvoir les déployer. Parce que la borne, c'est juste la face visible de l'iceberg. Derrière, il faut savoir le gérer, faire du billing. Et ça, c'est des challenges qu'on ne voit pas, je dirais, au premier coup d'œil. Voilà. Maintenant, pour nous, si on prend véritablement tout ce qui est aspect mobilité durable, ça représente un chiffre d'affaires qui est de l'ordre de 4 milliards d'affaires. Si on prend tout ce qui est notre activité qui est aujourd'hui dans le domaine ferroviaire et dans le domaine des bateaux, en tout ce qui est chaîne de traction, alimentation électrique, voilà dans ce domaine-là ce que ça représente. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers Vincent Brunel. Donc, vous êtes directeur France des infrastructures de recharge des véhicules électriques chez Schneider. Schneider, c'est un des plus grands spécialistes mondiaux de la gestion de l'énergie. Vous êtes impliqué dans la création de solutions de recharge. Est-ce que vous partagez l'analyse d'ABB? Qu'est-ce que vous pouvez nous apporter comme complément sur cette question de la bonne infrastructure de charge? Alors, tout d'abord, effectivement, on a déjà une large gamme et on travaille beaucoup, et notamment avec Renault, sur ces applications de charge de véhicules électriques. Pour nous, ce qui est important, c'est les données d'entrée. La première donnée d'entrée, c'est qu'un véhicule, quel qu'il soit thermique ou électrique, il reste plus de 80% de son temps immobilisé quelque part.
D'accord ? Donc ça, c'est une donnée d'entrée très intéressante parce que, en fait, ce qu'on doit comprendre avec un véhicule électrique, c'est qu'on doit complètement casser cette idée qu'on va faire le plein dans une station-service. On va être obligé de se déplacer quelque part pour aller faire le plein. Et ça, souvent, dans l'esprit des gens, on n'a pas encore complètement compris ça. On se dit, où sont les stations-service pour que je fasse le plein avec mon véhicule électrique ? Bon, donc 80% du temps, véhicule immobilisé. Deuxièmement, il faut effectivement, pour la durée de vie de la batterie et aussi et surtout pour éviter des stress sur le réseau, je dirais employer au maximum des charges qui soient les moins impactantes. Donc on parle beaucoup de la charge qu'on appelle normale, c'est-à-dire 3 kW 8 heures. Donc il faut privilégier cela, et donc ça veut dire que les deux modes de charge principaux, et qui sont ce que l'on voit à l'heure actuelle se développer, c'est d'abord chez soi, la nuit, et aussi ce que l'on voit de plus en plus, et notamment des entreprises qui prennent beaucoup d'initiatives là-dessus, c'est au travail, puisqu'on reste 8 heures au travail, donc temps idéal pour charger un véhicule. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, le mode de charge principal. Après, il y a une deuxième famille de modes de charge qui sont, je dirais, un peu plus opportunistes, qui sont les stations, les supermarchés et aussi les parkings publics. Classiquement, vous allez faire vos courses, vous restez 1 heure pour faire vos courses, vous avez une charge accélérée 22 kW, vous faites le plein de votre véhicule. Même chose avec le parking public. Enfin, il y a une troisième famille de bornes de recharge, et là, je dirais, c'est très très important, c'est ce qu'on appelle la réassurance. Et ça, on en a tous besoin, et notamment pour le décollage de ce marché et pour vendre des véhicules, c'est rassurer le public qui veut acheter des véhicules électriques qu'il y a bel et bien, je dirais, sur le réseau, des routes, etc., des bornes publiques qui sont à leur disposition et qui leur permet de pouvoir se recharger en cas de problème de disponibilité, enfin de sous-charge, etc. Donc, on a ces trois familles. Nous sommes sur les trois. D'accord. Mais par contre, pour nous, ce qui est important, c'est qu'on développe beaucoup, effectivement, dans le bâtiment, qui est aussi un secteur sur lequel nous sommes très présents, et en particulier à la maison, mais aussi au travail, avec des systèmes plus ou moins compliqués. On a des petites wallbox qui se vendent très très bien, et il y a des systèmes un peu plus élevés. Alors, notamment sur la partie réassurance, je dirais, en dernier lieu, il y a principalement les charges rapides. Il faut que ça soit vu, il faut que tout le monde les voit, de manière à se dire « Ah, il y a des charges rapides, donc maintenant je peux acheter un véhicule électrique ». Si vous parlez autour de vous, tout le monde est intéressé par le véhicule électrique, mais on attend quand même d'être assuré, et donc ces charges rapides sont importantes. C'est pas la peine d'en mettre partout, et surtout, il faut travailler intelligemment, notamment avec l'exploitant, je pense à ERDF, de manière à les mettre au bon endroit, parce que contrairement aux autres qui peuvent être gérés, on parle de smart grid, on est en plein dedans, parce qu'effectivement ça va demander de l'énergie, une borne rapide c'est 50 kW, d'un coup, à un moment que l'on ne connaît pas, et il n'y aura pas du tout de possibilité de moduler. Donc ça a un impact lourd sur le réseau. Donc c'est vraiment important de réfléchir intelligemment avec l'exploitant du réseau, de manière à pouvoir placer ces bornes au bon endroit. Merci beaucoup. Justement, vous me donnez l'occasion de me tourner vers Bruno Dobrowolski, qui est directeur du projet flotte véhicules électriques chez ERDF. ERDF, c'est le gestionnaire du réseau d'électricité en France. Vous êtes en charge notamment du raccordement des fameuses bornes de charge. Et puis, vous êtes un magnifique terrain d'expérimentation du véhicule électrique aussi, puisque vous avez une flotte en propre équipée de nombreux véhicules électriques. Est-ce que vous partagez l'analyse de M. Brunel, et quels sont finalement les dangers, les conséquences et les choix à faire pour préserver le réseau? Alors Vincent a fait quasiment tout le boulot de ERDF, donc je peux que le remercier. Donc plus sérieusement, ERDF, comme vous le savez, a une mission de service public de raccordement de tout ce qui nous est demandé au réseau, et nous avons donc un devoir d'accès au réseau. Donc nous honorerons toutes les demandes de raccordement au réseau. Ceci dit, chacune des demandes n'est pas égale face au réseau. Et Vincent l'a dit très bien. Effectivement, une recharge de 54 kg, qui est en fait un très gros chauffe-eau qui se déplace, c'est pas pareil qu'une recharge de 3 kg qui a un petit fer à repasser, si je peux prendre cette image. Alors, premier point, donc on honore toutes les demandes. Par contre, toutes ces demandes, elles n'ont pas le même prix. Et ce qui paraît très important de prendre en compte, c'est que quand les décideurs vont être amenés à faire des choix sur le type de recharge, ils le fassent en connaissance de cause, c'est-à-dire d'une part connaître les prix d'installation, connaître les impacts que ça peut avoir globalement sur le réseau, ce que Vincent appelait le stress du réseau, et puis être certain que les choix qui vont être faits dans la typologie qui va être retenue
entre une recharge rapide ou une recharge dite normale, eh bien, se fasse en fonction des flux et se fasse en fonction de l'utilisation des véhicules. Et moi, si je fais passer un seul message, ce sera celui-là. Il faut que le choix de la typologie de recharge soit adapté à l'utilisation qui en est faite. Et donc, ça ne sert à rien, me semble-t-il, de vouloir implanter des recharges rapides à des endroits pour lesquels la clientèle ne viendra pas charger ce type de recharge. Par exemple, comme ça a été dit, sur des parkings où les véhicules séjournent la nuit ou séjournent de longues périodes, parce que finalement, la nécessité d'aller investir dans un outil de recharge qui peut recharger en quelques minutes ne s'avère pas, alors qu'on peut très bien utiliser une recharge dite normale pendant une période de 6 ou 8 heures, sachant que les véhicules sont rarement déchargés. Le point qui est important, et ça a été dit rapidement, et je renvoie un peu la balle avec un petit clin d'œil à Schneider, c'est qu'il faut que quand on installe des bornes en nombre important, et c'est le cas d'un immeuble par exemple, dans lequel vous allez avoir 10, 15, 20, 30 bornes suivant la taille de l'immeuble, que cette recharge soit dite intelligente, c'est-à-dire que l'on sache gérer les moments et les niveaux de puissance que l'on va utiliser pour recharger ces véhicules. Et ça doit se piloter pour pouvoir faire en sorte que, vu du point de livraison, c'est-à-dire vu de l'autre côté et du réseau, la puissance qui est appelée, finalement, ne modifie pas la puissance existante sur un site. Vous savez parfaitement que sur un site, vous n'utilisez pas la puissance souscrite pendant toute la durée de 0 heure à minuit du lendemain, et que vous avez donc des trous et donc des possibilités d'utiliser ces trous. Et donc il faut utiliser cela. D'une part, ça coûtera moins cher. Deuxièmement, ça sera bon pour le réseau. Troisièmement, ça permettra de ne pas augmenter la puissance souscrite. D'accord, donc on l'a bien compris, l'enjeu c'est l'appel en fait de puissance au moment du branchement des véhicules électriques qui sera géré grâce à des smart grids et au décalage de la charge en fonction de l'utilisation des véhicules. D'accord, merci beaucoup. On a eu le point de vue côté réseau. Je vais maintenant me tourner vers Alain Piperno, qui est chef de projet EV Smart Charging chez Renault, pour avoir le point de vue du côté du véhicule. C'est vrai que Renault s'est particulièrement engagé dans le véhicule électrique et développe notamment en partenariat avec de grands énergéticiens des techniques de charge utilisant les smart grids et les technologies d'information de la communication qui sont embarquées dans le véhicule. Donc, quelle est finalement la position du constructeur et votre réaction par rapport à tout ce qui vient d'être dit aujourd'hui ? Voilà, alors je dirais que la position de Renault, elle essaye d'être unique, mais elle est aussi multiple, vu que nos marchés sont quasiment dans le monde entier. Donc pour faire un peu une synthèse, je dirais que les infrastructures, les systèmes de recharge, ils doivent être le plus simple, le plus light, le plus intelligent possible, et surtout ne pas coûter trop cher, ni être trop contraignant pour le client. Donc je dirais utiliser déjà les composants smart qui existent, et puis ensuite rendre un service le meilleur possible pour la mobilité du client. Donc effectivement, comme vous le dites, on est parti de nos véhicules électriques qui ont déjà des technologies smart, des technologies d'information et de communication, et on a essayé dans les systèmes qu'on préconise de ne pas multiplier par 2 ou par 3 les cartes SIM, les liens vers des serveurs, etc. Il faut penser global, sinon chacun met des technologies et ça devient hors de prix. Voilà, donc pour résumer, on est parti de nos véhicules qui ont déjà des technologies smart et puis on a développé des services de recharge intelligente avec des partenaires dans le monde entier, d'infrastructures et des partenaires aussi de distribution d'électricité. Le premier service, c'est Zoé Charging Eco 2, qui a été commercialisé avec Zoé, qui est finalement un assistant de programmation de charge. Sur Internet, vous pouvez programmer votre recharge, votre semaine de recharge. On utilise donc des bases de données qui sont sur nos serveurs, qui utilisent des données dans chaque pays, comme celle de RTE en France, et qui permettent au client de comprendre heure par heure l'impact de sa recharge. Il va visualiser les heures de pointe, il va visualiser l'impact en CO2 et évidemment l'impact en euros. Voilà, donc Charging Eco 2 va lui permettre d'optimiser les euros, le CO2 et d'éviter les heures de pointe. On est très cohérent avec par exemple la démarche Ecodomix de RTE. Second service de charge intelligente commercialisé prochainement, c'est la charge temps réel, avec des partenaires d'infrastructure et de distribution d'électricité, plutôt
hors de France. Enfin, on a la Compagnie nationale du Rhône également en France. L'idée, c'est de piloter la recharge en temps réel, en particulier la nuit, quand le vent souffle et que l'électricité est quasiment gratuite. On recharge le véhicule électrique et là aussi on fait gagner de l'argent, du CO2, de la saturation réseau. Et puis les services du futur, on en parlera plus tard, c'est véhicules to home, véhicules to grid. Merci beaucoup. Donc, en gros, si je résume, on a un véritable enjeu de gestion finalement de la charge de ces véhicules qui vont arriver. Il faut faire attention à préserver le réseau, à gérer cet appel de puissance. Les smart grids ont un véritable rôle à jouer là-dedans. C'est comme ça qu'on va pouvoir intégrer harmonieusement, je dirais, le véhicule électrique dans le paysage électrique français. Et on peut se servir notamment des smart grids qui sont embarqués dans les véhicules électriques ainsi que de ceux qui sont présents dans la borne de charge. Donc, bon, tout ça c'est très bien, mais si le véhicule électrique se développe, on va avoir une multitude de bornes de charge à disposition qui ne seront pas forcément opérées par les mêmes entreprises, qui ne seront pas forcément gérées par les mêmes entreprises. Et là, il y a une question qui va se poser, c'est celle du suivi en fait, du consommateur. C'est-à-dire comment savoir qui se charge à quel moment, comment facturer les recharges, en fait, comment gérer ce nouveau marché de la recharge de véhicules électriques. Donc là, je vais demander à Vincent Brunel d'abord chez Schneider, quelles sont finalement les préconisations de Schneider et quelles sont les solutions que vous développez pour pouvoir faire ce suivi et cette facturation aux consommateurs. Alors, moi je dirais que, bon, je vais parler de ce qu'on fait à l'heure actuelle. Par contre, il y a une vraie question autour du roaming qui est un deuxième, quelque chose de plus ambitieux. Voilà. Nous, ce que l'on fait à l'heure actuelle, et notamment on le fait dans les supermarchés, mais il y a aussi des réflexions avec quelques réseaux d'infrastructures publiques, c'est tout simplement une carte RFID avec du prépaiement. Ça marche très bien, c'est-à-dire que globalement, si vous voulez, vous avez une carte qui est reconnue par la Banque de France comme une carte de paiement. Et avec cette carte, vous faites le plein en euros avec votre carte de crédit tout simplement sur Internet. Vous vous dites, voilà, je vais prendre 50 €, je fais le plein de 50 € de service de charge. Attention, on n'achète pas du kilowatt, on achète du service de charge. Et ensuite, lorsque je vais aller sur les bornes de recharge, eh bien, tout simplement, je vais utiliser cette borne, cette carte, et qui va tout simplement se débiter au fur et à mesure de mes consommations. Donc ça, c'est des choses qu'on a mis en place déjà avec certains supermarchés. On est en cours de réflexion aussi pour les mettre dans plutôt des entreprises, notamment pour le personnel. L'idée étant de proposer au personnel des services de charge pendant le travail, tout en les faisant un minimum payer, parce qu'évidemment, sinon c'est avantage en nature. Bon, voilà, donc il y a une vraie question autour de la monétique là-dessus. Par contre, ça reste un système, je dirais, un petit peu fil à la patte, dans le sens où il n'y a aucune connexion avec tout simplement la facture énergétique que vous recevez tous les 2 mois de votre commercialisateur d'énergie, EDF ou autre. Donc effectivement, le deuxième step, à mon avis, qui est celui qui a vraiment beaucoup d'avenir, c'est effectivement ce qu'on appelle le roaming, c'est-à-dire la capacité à pouvoir consolider au sein de votre facture d'énergie électrique les consommations en tout point en France. Voilà, comme on le fait dans la téléphonie mobile. Vous allez en France à divers endroits et finalement vous payez une facture tous les mois, quel que soit l'endroit où vous êtes. Voilà. Bon, donc, si je comprends bien, c'est une solution qui est aujourd'hui déployée uniquement sur les bornes Schneider. Cette carte RFID, elle est utilisable sur d'autres types de bornes ? Alors, c'est un système ouvert. Disons qu'il y a d'autres, je pense qu'il y a d'autres fabricants. Bon, je ne vais pas en faire la promotion, évidemment, mais c'est un système qui est tout à fait ouvert et qui peut être tout à fait ouvert à n'importe quel fabricant, dès lors que ces bornes sont communicantes, sont capables de pouvoir compter l'énergie et je dirais, et aussi fonctionnent selon le mode de charge du véhicule électrique. Donc il n'y a pas de notion de propriété là-dessus. Nous, encore une fois, pour l'instant, on est vraiment dans un marché en émergence, bien que cette année, on voit quand même un réel décollage de ce marché grâce à la ZOE.
on est quand même en début, donc il faut que ces choses se développent. Hein. En ce qui nous concerne, ce système est intéressant parce qu'en fait, pour les supermarchés en particulier, c'est une manière aussi de se différencier. Parce que évidemment, quand vous proposez cette carte, d'ailleurs, ils aimeraient bien que ça soit la carte de leur supermarché déjà, mais ceci dit, ils peuvent différencier, faire des actions de promotion, etc., etc. Donc ça peut devenir un outil marketing. Donc ça marche bien comme ça. Par contre, si on imagine, demain, je suis dans ma copropriété, j'ai cette carte, je badge sur les parties communes de la copropriété parce que tout simplement ma borne est alimentée sur les parties communes, je retrouve mes consommations dans ma facture d'énergie, je vais en ville, je ne sais où, je me branche sur une borne publique, tac, je vais l'avoir aussi sur ma facture d'énergie. Bon, ça encore, ça n'est pas implémenté et c'est vraiment quelque chose qui sera à faire et qui est effectivement très lié aussi aux infrastructures et notamment à toute la partie à la fois compteur et systèmes informatiques, systèmes d'information qui sont au niveau à la fois de RDF et aussi des commercialisateurs d'énergie. Donc on l'a bien compris, les smart grids, en fait, c'est essentiel dans les infrastructures de charge. D'une part, pour pouvoir facturer l'utilisation du service de charge aux clients, mais aussi pour, à terme, pouvoir utiliser l'énergie de n'importe quel fournisseur sur n'importe quelle borne et de recevoir une facture unique et finale pour ses consommations. Absolument. C'est le fameux roaming qui finalement fonctionne comme dans la téléphonie où on est sur une antenne, où qu'on soit, ça fonctionne, et ensuite on reçoit notre facture. Justement, Bruno Dobrowolski, quels sont, côté réseau, les impératifs techniques qui vont rendre possible cette utilisation du roaming ? Alors, en premier lieu, je voudrais redire une chose qui est importante, qu'a dit Vincent rapidement, mais qui me paraît essentielle. C'est que, il me semble que dans un premier temps, le roaming du service, qu'on appelle le roaming du service, c'est-à-dire la capacité à pouvoir offrir à un utilisateur de borne de véhicules électriques cette recharge, énergie comprise, me paraît prioritaire par rapport au roaming de l'électricité qui est au bout. Alors j'explique pourquoi. Aujourd'hui, vous savez qu'une recharge de véhicules électriques, hors un amortissement des installations de recharge, c'est de l'ordre de l'euro. Hein, c'est à peu près l'ordre de grandeur pour 100 km. Bien. Si vous y ajoutez l'amortissement de la borne, pour peu que ce soit une borne de recharge normale, on est à quelques euros, hein, donc inférieur à 10 euros. La mise en place d'un système de roaming est un système qui va coûter fort cher, puisqu'il faut mettre en place tout un système d'information derrière, qui va devoir gérer, qui va devoir reconstituer et compenser à certains endroits les échanges d'énergie entre les différents fournisseurs, qui va permettre à un moment de pouvoir réaffecter à chacune des factures des clients, l'énergie qu'il a consommée au travers de cette installation de recharge. Donc nous, notre point de vue, c'est qu'aujourd'hui, certes, il faudra y aller, puisque c'est le sens de la directive européenne, mais le plus urgent, c'est d'être capable de procurer le roaming des services, c'est-à-dire un ensemble packagé qui permet aux clients de pouvoir se recharger. Et donc, pour ce faire, il y a quelque chose qu'on n'a pas cité, c'est l'interopérabilité. Il me semble que la première chose qu'il faut mettre en place, c'est l'interopérabilité. Alors, ce jargon veut dire quoi ? Permettre à n'importe quel véhicule de se recharger sur n'importe quelle borne, auprès de n'importe quel opérateur, pour être facturé sous la forme qui convient. Et c'est là que je vais citer un projet sur lequel on travaille, qui s'appelle le projet Gestion de l'itinérance de la recharge du véhicule électrique, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a été lancé par 2 ministres, 3 ministres, même avec M. Cuvillier, à la fin de l'année dernière, le projet JREV, dont la finalité est de mettre en place une plateforme qui permettra à un client, en interrogeant soit via un smartphone, soit d'ailleurs via le système que citait tout à l'heure notre collègue de Renault, au travers des systèmes qui sont embarqués dans les véhicules, d'avoir l'information comme quoi il existe une borne, elle est libre, on peut s'y recharger, le type de recharge que c'est du 3, du 22, du 44, du 54 continu, de façon à ce que le client puisse être guidé vers ces bornes et que ce soit un vrai service qui lui soit rendu. Donc, si je synthétise ce que j'ai dit, le roaming des services, oui, parce que c'est quelque chose que le client attend, et avant tout l'interopérabilité, parce que c'est elle qui garantira le développement du véhicule électrique en France. Et pour ce faire, il faut l'accompagner de services mis à disposition des clients qui ont besoin de savoir où ils peuvent se recharger. En fait, l'enjeu, c'est de faciliter l'utilisation du véhicule électrique pour permettre son développement. D'accord, merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Alain Piperno, puisque Renault, en fait, est associé à ERDF et d'ailleurs à la Caisse des dépôts également dans ce fameux projet JREV.
côté constructeur, quels sont les enseignements que vous tirez de ce type de projet et de tous les partenariats que vous pouvez passer à travers le monde? Je pense notamment à Better Place, qui n'a pas forcément fonctionné, mais qui permet de tirer des leçons sur cet enjeu du suivi et de la facturation de la consommation. D'accord. Je voulais revenir sur la facturation, le roaming, etc. Je souscris parfaitement à ce qui a été dit. Je le complète d'abord, avant de répondre à votre question. On apprend beaucoup de ce qui se passe en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Angleterre, parce qu'en fait, c'est assez différent dans les pays. En France, la sous-facturation est interdite. Dans certains pays, c'est possible. En France, tirer une ligne spécifique pour votre voiture est très coûteux. Dans certains pays, c'est subventionné ou gratuit. La tarification, en France, on a une tarification qui est encore extrêmement simpliste, heure creuse, heure pleine par exemple. En Espagne, depuis 2 ans, vous avez des tarifications incitatives pour le véhicule électrique, heure creuse, heure super creuse. Tous les experts s'accordent à penser que dans quelques années, on aura tous des heures pleines et des heures super pointes. Donc voilà, ça fait beaucoup de choses qui compliquent le problème de la facturation et du roaming. Et pour terminer, les normes, c'est extrêmement très compliqué. La guerre fait rage entre les Français, les Allemands, l'Asie, l'Amérique. Voilà, donc en attendant, effectivement, il faut avancer. Donc effectivement, il faut proposer des premières générations de solutions. Et effectivement, on apprend quasiment chaque jour des expérimentations, de nos projets de recherche, de partenaires comme Feu Better Place. Donc je résumerai en disant qu'on apprend deux choses essentielles. La première, c'est que voilà, pour un smart grid ou pour une innovation, la technologie même super pointue ne suffit pas. Il faut étudier en même temps la technologie et puis à quel besoin du client, qu'est-ce qu'on va offrir au client, et puis est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est commercialisable, est-ce que c'est rentable. Donc on fait beaucoup de simulations chez Renault pour simuler tout ça. Le client, qu'est-ce qu'il va faire avec son véhicule électrique, comment il va l'utiliser, comment il va le recharger. On simule les marchés de l'électricité et on simule différentes stratégies de recharge smart. Et on voit avec tout ça ce qu'on peut gagner et là où il faut qu'on aille. Le deuxième enseignement, c'est que oui, avoir des données ne suffit pas. Voilà, donc l'ingénieur peut un peu focaliser sur la techno, mais c'est les usages, les business et les partenariats et les synergies qui doivent tirer les technologies. D'accord, merci beaucoup. Donc depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de la charge publique ou privée, mais accessible pour tous. On sait aujourd'hui que 90% de la charge va se faire à domicile ou sur le lieu de travail, donc dans des zones qui sont privées. J'imagine que là aussi, il y a des enjeux de facturation. Quand on est en copropriété, par exemple, et qu'on a une voiture dans son garage, comment on facture l'utilisation, le branchement d'un véhicule électrique d'un particulier qui vit dans un immeuble collectif? Est-ce qu'on le fait passer dans les charges? Quelles sont les solutions techniques? Vincent Brunel, est-ce qu'il faut également prévoir des smart grids dans les copropriétés pour gérer le fameux appel de puissance et la facturation? Alors, le sujet des copropriétés, c'est un vrai sujet, je dirais même stratégique. Avant de parler de smart grid, d'abord, il y a un premier problème, c'est le parcours du combattant, du copropriétaire pour se faire poser, pour faire accepter à sa copropriété de pouvoir poser une borne sur des parties communes en fait, parce que le problème est là, et en plus qu'on se raccorde sur souvent un point de connexion, un point de livraison qui est souvent en partie commune, donc c'est jamais très facile. Alors effectivement, je dirais déjà, nous c'est ce qu'on vit à l'heure actuelle, parce que d'ailleurs on a même fait des lettres types, etc., pour permettre aux gens de adresser bien le sujet auprès de leur syndic, etc., pour qu'ils déclenchent l'Assemblée générale. On voit des temps de latence de l'ordre de 6 mois entre la demande et avoir sa borne de ce fait-là. Je pense que peut-être à ce stade, il faut préciser qu'aujourd'hui, il y a un droit à la prise, mais qu'il faut attendre une validation du principe de l'installation de l'infrastructure de charge par l'Assemblée générale de la copropriété pour pouvoir le faire. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on est justement en contact avec pas mal de copropriétés et il y a quand même une prise de conscience
Maintenant, il y a des copropriétés qui se posent la question de prééquiper, c'est-à-dire se dire, bon, plutôt que de répondre à une demande individuelle tous les 6 mois, prenons un peu les devants et voyons un peu ce que veulent nos copropriétaires, même s'ils doivent anticiper un investissement, au moins il sera fait. Et comme ça, on groupe le truc et on y pense, parce que si c'est pour en mettre 1, 2, 3, bon, après, très vite, on arrive à avoir un système, mine de rien, avec 10 ou 15 voitures, ça fait 45 kilowatts. Bon, si on fait rien, je veux dire, le point de livraison tient absolument pas. Donc c'est là qu'on arrive sur le deuxième sujet, qui est le système de gestion d'énergie. Alors, la gestion d'énergie, c'est quoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que la grande chance que l'on a avec les véhicules électriques, c'est que on a mis en place des technologies, notamment ce qui s'appelle la CEI 61851-2, qui est une vraie technologie qui permet de piloter la charge des véhicules. Et à partir de là, on peut faire des variations de charge, on peut dire au véhicule de moduler sa charge, de passer à un moment à 11, de baisser à 3, voire moins, etc. Donc à partir de là, on peut développer des systèmes qui pilotent ces charges. C'est ce que l'on a fait d'ailleurs dans les 370 concessions Z2 et Z2 Expert, où, à titre d'exemple, on prend la consommation du site, on regarde la consommation du site et en temps réel, on ajuste la puissance disponible pour les infrastructures. C'est des choses qu'on a déployées et qui fonctionnent parfaitement bien et qui ont évité aux concessions Renault d'augmenter de manière très importante leur point de livraison, ce qui aurait occasionné des coûts, des contraintes, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui est l'avenir et qui doit être développé obligatoirement dans les copropriétés. Bon, à l'heure actuelle, la technologie, c'est vrai, est plutôt encore dans le domaine du professionnel. Et donc, par rapport au coût d'une borne, à l'heure actuelle, on est tous bien conscients, et on l'entend souvent, que la borne est encore trop élevée en termes de coût, il faut la baisser. C'est sûr que l'ajout de cette technologie rend les coûts encore plus importants. Donc, on est en train de travailler de manière à pouvoir mettre en place des systèmes de gestion d'énergie dans les copropriétés, tout en n'augmentant pas trop le coût de livraison, parce que il est hors de question de décourager le copropriétaire d'acheter un véhicule parce que l'infrastructure est trop chère. Voilà, donc la technologie existe, on travaille de manière très fortement pour baisser les coûts et pouvoir avoir une solution en copropriété. Il y a une chose aussi qui est importante, c'est la consolidation des consommations, puisqu'il ne faut pas oublier qu'on est connecté à une partie commune. Donc il faut être en mesure de pouvoir offrir, notamment aux syndics, un reporting des consommations de manière à ce qu'il y ait des facturations du service, je dirais, en fonction de la consommation de chacun. Donc ça veut dire encore une fois carte RFID ou un système d'identification. Merci messieurs. Donc on voit qu'en fait aujourd'hui il y a des solutions qui sont développées pour ce suivi et cette facturation des consommations, mais qu'il y a encore beaucoup d'étapes à franchir avant d'avoir un service tout à fait efficace qui permette d'utiliser et de brancher son véhicule électrique partout avec n'importe quelle carte RFID. Je vais passer sur un autre sujet. On parle beaucoup du développement du véhicule électrique comme d'un véhicule propre. Il est d'autant plus propre qu'il peut être alimenté par les énergies renouvelables. On sait qu'aujourd'hui, il y a un des problèmes qui est posé par les énergies renouvelables, c'est le fait qu'elles soient intermittentes. Une éolienne qui tourne la nuit ne va pas forcément être utilisée puisqu'il y a très peu de consommation d'électricité. Donc il y a un vrai enjeu du stockage de l'énergie aujourd'hui. On évoque souvent le véhicule électrique comme une des solutions à apporter à cet enjeu au stockage de l'énergie. Alors évidemment, il va y avoir des enjeux, stockage, réinjection dans le réseau. Bruno Dobrovolski, est-ce que vous voyez, vous, le véhicule électrique comme une véritable solution de stockage intelligente des véhicules électriques et donc de développement des énergies renouvelables en France ? Alors, la question qui est posée, c'est la question de ce qu'on appelle dans notre jargon la régulation de la boucle locale. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nos réseaux 20 000 volts n'ont pas du tout été conçus pour faire de l'entrée-sortie comme ça se fait, c'est-à-dire de l'injection 20 kV par les énergies renouvelables et du soutirage comme c'est prévu aujourd'hui. Nos réseaux ont été conçus au fil de l'eau, vous le savez, ça s'est constitué depuis 1946. On a d'ailleurs récupéré en 1946 des réseaux qui existaient déjà, qu'on a tous normalisés pour tous les porter à 20 kV. Il y a très très peu d'autres tensions maintenant en France.
mais dans une logique qui est, je viens d'un point de production centralisé, et je vais jusqu'au compteur, à l'époque qu'on appelait le compteur bleu, qu'on était fier et qu'on mettait au milieu de son salon. Bon, là, on a bien passé cette époque, mais le réseau restait le même, c'est-à-dire qu'on est un réseau, et ceux qui connaissent les lois de Kirchhoff savent que quand on a une énergie qui part d'en haut, qui descend en bas, ou quand on a un système maillé avec des points d'injection de tous les côtés, on n'exploite pas du tout les réseaux de la même manière. Or, aujourd'hui, on assiste à quoi? On assiste au fait que la multiplication des énergies renouvelables, que ce soit le photovoltaïque, que ce soit l'éolien, que ce soit tout autre type d'énergie, comme l'a dit Marie, sont des énergies qui, par construction, sont peu stockables, et en tout cas peu prédictible, sauf peut-être un peu le solaire et un petit peu le vent. Les Allemands sont en train d'essayer de le regarder, mais en tout cas, une énergie qu'on appelle volatile. Et donc, la question se pose de comment on peut, d'une part, décongestionner la boucle locale, c'est-à-dire faire en sorte qu'on n'ait pas des endroits où on a trop d'énergie qui rentre pour un soutirage qui est insuffisant, ou inversement, un soutirage appelé très important avec un manque, comme on le connaît, et comme on connaît des zones qui sont, comme par exemple la péninsule bretonne ou la péninsule niçoise, qui sont connues pour être des zones de fragilité. Donc, on peut comprendre que, intellectuellement, il serait souhaitable de pouvoir utiliser l'énergie qui est emmagasinée dans les batteries pour pouvoir ajuster et réguler cette boucle locale. Alors juste 2 chiffres que je vous donne. Il faut savoir qu'aujourd'hui, si on a 2 millions de véhicules, c'est ce qui est prévu par le livre vert, bon c'est peut-être un chiffre un petit peu optimiste, mais c'est quand même un chiffre qui montre une envie de faire progresser le véhicule électrique, ça veut dire que si tous ces véhicules se rechargeaient au travers de recharges dites rapides, les 44 kg, on aurait l'équivalent installé dans les véhicules du parc nucléaire aujourd'hui, 88 gigawattheures. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une puissance de feu au travers des 22 kWh des batteries, puisque c'est à peu près ce qu'on constate en moyenne dans les véhicules installés, on a une puissance de feu qui est non négligeable. Alors évidemment, ce que je dis est idiot et complètement théorique, puisque on aura majoritairement des recharges normales. Donc recharge normale dit qu'on peut passer que 3 kg. Mais même 3 kg, on a 10-12 gigas. Donc 10-12 gigas sur ce que j'ai dit tout à l'heure, une centaine de gigas, ça devient non négligeable. Et on peut donc penser qu'à l'horizon, pour moi 2020, ça sera très difficile de le faire avant, on sera en capacité de réguler nos boucles locales avec des signaux qui seront pris en charge par le biais d'agrégation de véhicules, par exemple. On dira, par exemple, tous les véhicules de la résidence machin ont été connectés de telle manière qu'ils peuvent restituer de l'énergie, ou au contraire, au moment où le réseau a en surcapacité, de pouvoir se charger à des prix, comme ça a été dit il y a un instant, qui sont compétitifs. Tout le problème, c'est d'envoyer les signaux et que le système fonctionne. Alors là, on est sur le cas français. Alain Piperno, vous me parliez d'une expérimentation au Japon, justement, de laquelle on peut tirer des conclusions intéressantes. Vehicle to Home, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, mais si vous me permettez, je vais terminer ce qui a été dit là. Bien sûr. Comme vous dites, il y a clairement un ticket gagnant, énergie renouvelable, véhicule électrique. On a des milliers de véhicules électriques avec des batteries qui sont déjà là, déjà payées et qui sont pilotables à distance. Et puis on a des énergies intermittentes. Il y a clairement un ticket gagnant. L'un ne sera pas sans l'autre. Ensuite, je modère ce qui a été dit. C'est vrai que le système de distribution et de transport en France est parfaitement optimisé, mais relativement verrouillé. Donc ce qu'on voit au Japon, en Espagne, en Italie, en Allemagne, on a des partenaires là qui nous poussent à concrétiser des partenariats qui sont en cours dans tous ces pays. C'est effectivement la charge temps réel pour quand le vent souffle ou le soleil brille, charger en temps réel les véhicules électriques. Donc ça, Renault le commercialisera dans quelques mois. Ce n'est pas de la science-fiction. On a effectivement une expérimentation avec la Compagnie nationale du Rhône en France, mais en France, c'est plus verrouillé. Au Japon, l'expérience véhicule to home est très concluante. La Nissan Leaf est commercialisée depuis 1 an avec un chargeur réversible qui permet effectivement d'alimenter la maison, l'électroménager de la maison à partir de la batterie. 20 kWh d'une batterie, ça permet d'être autonome un week-end. Vous savez qu'au Japon, il y a pénurie et donc il y a des périodes où ils n'ont pas d'électricité à la maison et dans les entreprises. Donc ça marche très bien. Par contre, c'est un espèce d'appareil d'1 millier d'euros qui est en dehors de la voiture. Donc déjà, à 1 000 €, il faut être motivé. Les Japonais le sont
peut-être que d'autres le seront moins. Donc nos véhicules électriques Renault, on travaille pour que le chargeur réversible il soit intégré à la voiture, il soit quasiment gratuit. Et puis effectivement, comme on disait là, véhicule to home et puis véhicule to grid, c'est restituer de l'énergie à tout le réseau. Il faut effectivement que les réglementations et les normes du compteur, de l'électroménager, du réseau électrique, qualité de l'électricité, que tout ça, ça suive. Donc effectivement, c'est techniquement assez difficile. Mais en tout cas, au Japon, ça marche déjà très bien, le véhicule to home. Alors justement, sur cette question technique, Vincent Brunel, Schneider, je crois, développe des solutions véhicules to grid aujourd'hui. On a expérimenté. On a un centre d'expérimentation qui s'appelle Velcri, qui est basé à Grenoble, sur lequel on a fait des simulations et on a testé, en fait. Alors attention, ce que je tiens à dire aussi, c'est qu'on l'a testé, en fait, on a utilisé une batterie de véhicules et on a fait, comme on est fabricant d'onduleurs photovoltaïques, etc., évidemment, toute la technologie est déjà prête. Mais si vous voulez, notre stratégie, effectivement, est beaucoup plus proche de véhicule to home que véhicule to grid. On croit beaucoup à véhicule to home, notamment si les tarifications évoluent et encouragent, je dirais, économiquement. Et on pense d'ailleurs que, nous, notre idée, c'est que ça va en fait transformer la batterie comme un système de rémunération. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, avec votre batterie, gagner de l'argent en quelque sorte. Donc en fait, ça va donner au véhicule, je dirais, une attractivité supplémentaire qui est tout simplement une source de revenus. Donc ça, c'est très très intéressant. Effectivement, il faut qu'il y ait toute la tarification qui vient, mais effectivement, c'est quelque chose qui nous semble très intéressant, le véhicule to home. On a une vision plutôt, effectivement, horizon 5-7 ans. Les investissements sont principalement chez les fabricants automobiles, parce que c'est effectivement l'objectif, c'est pas de mettre une grosse boîte à côté qui vaut très cher, c'est que effectivement le véhicule lui-même intègre donc un onduleur réversible, à la fois chargeur et onduleur, comme le chargeur Caméléon qui est déjà chez Renault. Et donc c'est vraiment important de travailler là-dessus parce que, me semble-t-il, là, on parlait tout à l'heure que c'était pas seulement technique, il fallait aussi donner un sens économique. Là, on a un super business model qui va plaire à tout le monde, à la fois aux particuliers. Évidemment, ça va valoriser le véhicule parce qu'on va baisser en quelque sorte, je dirais, la valeur d'achat du véhicule. Et en plus, ça va encourager, donner encore un plus grand sens aux énergies renouvelables, puisque ces énergies sont intermittentes. Donc voilà ce que je peux dire. On n'est pas du tout sur un mode à l'heure actuelle commercialisation, parce que tout simplement, il n'y a pas encore l'attractivité au niveau tarification qui est en place pour donner un vrai sens économique. Merci beaucoup. L'heure tourne, il faut qu'on laisse du temps aux questions. Mais peut-être, Monsieur Auger, voulez-vous rajouter quelque chose ? Oui, je pense qu'il y a un élément qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un roule avec un véhicule traditionnel comme on les a aujourd'hui, il sait combien il paye son litre d'essence, il sait combien il paye son litre de gasoil. Il n'a pas un système de business model extrêmement compliqué comme on a aujourd'hui dans tout ce qui est télécommunication, dont on voit aujourd'hui les faiblesses et les régulateurs qui commencent à essayer de clarifier les choses. Je pense qu'on essaye aujourd'hui reporter des problèmes que l'on a aujourd'hui dans la manière dont de résoudre des problèmes de réseau, des problèmes de gestion d'énergie, et de les reporter chez le client final en lui proposant des services qui risquent d'être aperçus comme étant complexes. Alors peut-être qu'il y a des intervenants intermédiaires financiers qui peuvent venir et lisser ça vis-à-vis du client final. Et je pense qu'il faut faire attention à faire quelque chose qui soit simple. Simple pour le client à la fin, c'est-à-dire, en gros, moi, mon kilomètre, il va me coûter tant. Alors je simplifie peut-être à l'extrême, mais on imagine plein de choses. Il faut être très ouvert. Je suis tout à fait d'accord avec vous. On doit être exploratoire. Et on doit, pour le moment, je dirais, être très imaginatif. Mais à un moment donné, lorsqu'on va avoir beaucoup de clients qui vont être en face de nous, il va falloir avoir des messages qui soient très cohérents et qu'ils n'aient pas l'impression de se faire arnaquer lorsqu'ils vont dans un autre pays par le roaming ou autrement parce que je dois charger, il est 4h30 ou 6h30, je vais payer autre chose. Voilà. C'était juste un commentaire. On est tout à fait d'accord. Je pense qu'un des enjeux du développement du véhicule électrique aujourd'hui en France, c'est la simplification de son utilisation.
c'est une évidence. Je vais passer à notre quatrième et dernière thématique. On parle beaucoup des points de charge publics depuis tout à l'heure dans les collectivités. On a parlé des parkings de supermarchés. Je pense aussi aux gares, aux aéroports. Finalement, la question, c'est comment connecter aussi tous ces lieux publics où les gens restent un temps suffisant pour charger leur véhicule avec efficacité. Alain Piperno, Renault a noué des partenariats justement à ce sujet-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, donc effectivement, c'est très important d'avoir des partenaires dans tous les centres névralgiques comme les gares, les aéroports, les centres-villes, la grande distribution, les campus. Donc effectivement, on le voit dans l'actualité, hein, chaque mois depuis 4 ans, Renault concrétise des partenariats avec tous les acteurs dont je vous ai parlé, plus des organismes de recherche, des universitaires, des communes, des départements, des startups comme Better Place, etc. Donc je dirais qu'effectivement, on avance comme ça par étapes. Je peux citer le projet Smart Campus parce qu'il est intéressant. On a effectivement un campus universitaire à Versailles-Saint-Quentin, et donc une flotte de véhicules électriques, et puis on réalise un micro-smart grid avec de la production d'électricité, panneaux solaires ou électricité normale avec Alstom, de la distribution avec INEO, GDF Suez, et de la consommation avec une flotte de véhicules électriques, du chauffage des bâtiments, etc. Et en fait, c'est un projet intéressant parce qu'on l'expérimente sur un campus et on essaye de coupler l'autopartage et puis le micro-smart grid. Voilà, donc projet intéressant. Moi, ma conclusion, c'est qu'effectivement, les connexions et puis les synergies sont très importantes. Et puis, comme le disait mon collègue, il faut jouer gagnant-gagnant. Il faut que tout le monde s'y retrouve, en particulier l'utilisateur, l'usager. Ces technologies, ces systèmes coûtent cher. Moi, je ne suis pas inquiet, hein. C'est comme quand vous achetez un smartphone ou un ordinateur. Au bout de quelques semaines, vous l'avez pris en main, le véhicule électrique. Au bout de 3 semaines, vous le maîtrisez. Donc, il ne faut pas être trop inquiet. Mais en tout cas, il faut jouer le gagnant-gagnant. S'il y a des gains, il faut les partager en 2 ou en 3 avec les partenaires, les clients. C'est ce qu'on essaye de faire. Alors, je pense aussi à un partenariat qui commence à faire beaucoup de bruit, qui a été signé par Renault avec Leclerc. Leclerc s'est engagé à déployer des bornes de charge sur l'ensemble des parkings de ses supermarchés. Vincent Brunel, comment vous analysez finalement l'investissement de la grande distribution dans la charge et quelles en sont les caractéristiques ? Ce qui est intéressant, effectivement, notamment Leclerc, mais je dirais de manière générale, il y a Intermarché, Cora, etc., ils se lancent tous dedans, c'est qu'effectivement, ils ont un raisonnement très commercial. Hein. C'est que lorsque vous regardez le profil de l'acheteur de véhicules électriques, en général, c'est quelqu'un qui a un pouvoir d'achat qui est intéressant. Hein. D'autre part, ça donne au niveau du supermarché, je dirais que ça le différencie au niveau de son image, au niveau de toutes ces notions autour du développement durable. Et enfin, ça donne aussi un moyen au supermarché pour pouvoir, je dirais, encourager les personnes à venir le plus souvent possible. Donc, c'est un peu le problème, je dirais, des infrastructures publiques de manière générale, parce qu'en fait, dans un supermarché, une infrastructure est à destination du public. Là, il y a un business model économique, parce que, tout simplement, les supermarchés misent qu'ils vont attirer plus de gens, que les personnes vont venir. Et donc, il y a non seulement le fait, éventuellement, de mettre de la monétique pour faire payer le client, mais surtout, d'abord, que ces gens vont venir et vont faire leurs courses, puisqu'ils vont être obligés de rester 1 heure. Hein. En général, les supermarchés sont assez peu sur la charge rapide. Ils préfèrent nettement une charge accélérée ou normale, parce qu'évidemment, on est encouragé à rester plus longtemps. Et en fait, c'est ça le business model que nous avons et qui marche bien avec les supermarchés. Il y a un très gros engagement, effectivement, de Leclerc, et notamment avec Renault, qui est important, que l'on voit tous les jours, puisque nous, en ce qui nous concerne, eh bien évidemment, en quelque sorte, on est derrière et on pousse et on propose nos systèmes de charge. Mais moi, je crois beaucoup à ce business model.
Le gros problème de l'infrastructure publique de manière générale, c'est que, comme on l'a dit tout à l'heure, la charge la plus importante, c'est celle qui se fera chez soi ou éventuellement au travail. En fait, après, tout le reste, et notamment les charges publiques, c'est difficile de trouver un business model économique qui permet de pouvoir dire on va rentabiliser le truc dans 3 ou 4 ans. Donc il faut soit des subsides des services publics, ou alors sinon il faut un autre, intérêt, et notamment les supermarchés sont tout à fait indiqués pour cela. D'accord, merci. Je vais un tout petit peu accélérer pour pouvoir laisser de la place aux questions. Depuis tout à l'heure, on parle de véhicules électriques particuliers. Dans le véhicule électrique, il y a quand même aussi un véritable enjeu, c'est celui du transport public. Monsieur Auger, est-ce que vous pouvez nous parler justement des initiatives qui existent en matière de transport public électrique ? Oui, alors l'électromobilité dans le transport public, c'est pas du futur, c'est déjà une réalité depuis longtemps. Le métro, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont venus ici, donc l'électromobilité a fait ses preuves. À ma connaissance, il n'y a pas de tram diesel, donc aussi, si on va sur ce type de véhicule, on les voit. Maintenant, les tendances, c'est d'essayer de s'affranchir des lignes de contact, par exemple sur les trams, ce qui nous amène tout de suite à aborder l'aspect du stockage d'énergie, donc de la recharge, comment on le fait. Même lorsqu'il y a des lignes de contact, en fait, le véhicule to grid, c'est déjà une réalité depuis pas mal d'années. À partir du moment où c'est qu'on a du courant continu, c'est tellement simple d'arriver à faire, de réinjecter ce courant dans le réseau pour qu'il soit consommé par d'autres véhicules. Je pense, entre autres, comment fonctionnent aujourd'hui les réseaux, que ce soit de trolleybus, de trams, de métro, où ceux qui sont en freinage alimentent ceux qui sont en accélération. Donc ça, c'est des réalités du terrain, elles existent, il y a de l'expérience, de l'expérience longue derrière ça. Aujourd'hui, il y a des évolutions qui vont, pour encore améliorer ces aspects-là, par des techniques avancées de stockage qui permettent d'éviter tous les pertes qu'on en a, même dans ces processus qui sont déjà très intéressants. Je pense à des stockages de type supercap. Ou autrement batteries qui sont directement accrochées au réseau. Et puis maintenant dans le bus, le challenge est un peu plus élevé parce que tout simplement aujourd'hui, quand vous voyagez en transport public, vous êtes encore quelqu'un qui consomme à peu près un équivalent de 2 litres à 3 litres de diesel aux 100 km. Tout simplement parce que la charge que l'on a dans un véhicule n'est en moyenne que de 20% de sa capacité. Alors à Paris c'est un peu plus élevé, c'est peut-être à 25, mais pour faire simplement un bus articulé c'est 60 litres au 100, en moyenne 20 personnes à 25 personnes à l'intérieur, donc vous avez vite fait le calcul, vous êtes entre 2 à 3 litres de consommation au 100 km, même lorsque vous utilisez des transports publics, s'ils sont dans diesel. Alors l'hybridation résout seulement 20% à la limite de l'équation donc c'est pas vraiment la bonne solution. Donc si on veut vraiment aller vers quelque chose où on n'a pas d'émission locale de CO2, il faut passer à du full électrique. Et le challenge qu'on a sur des voitures qui pèsent 1 tonne, 1 tonne et demie, peut-être 2 tonnes, n'est pas le même lorsqu'on a des véhicules de transport public type articulé qui à vide pèsent 20 tonnes et qui transportent 130 passagers. Donc c'est là où maintenant il y a des innovations qui sont en place. On a eu le projet TOSA qu'on a fait avec la ville de Genève et les partenaires aussi des services industriels de Genève, donc qui est l'équivalent du EDF local, et qu'on a lancé le 26 mai, où on a mis en service un bus entièrement électrique qui est capable de transporter 135 personnes, où tout le plancher est à disposition des passagers et toute la technologie est sur le toit. Et là, on a beaucoup plus de facilité pour pouvoir optimiser le système. Pourquoi ? Parce que 80% du temps, un véhicule privé reste dans le parking, mais dans le domaine du transport public, 80% du temps, il fait du service. Donc, il laisse sur la route, et c'est là où c'est qu'il y a la différence. On peut l'exploiter, l'optimiser. Et donc là, on est capable de faire, utiliser des technologies qui coûtent beaucoup plus cher, mais qu'on est capable de pouvoir mettre en œuvre de manière intelligente, avec une batterie d'1 tonne qui va durer 10 ans, sur ce type de véhicule, on est capable de fonctionner et de les recharger à des niveaux de puissance qui ne sont pas du tout comparables. On parle ici de 400 kW en 15 secondes pendant l'arrêt, c'est-à-dire l'équivalent de 4000 ampoules de 100 watts. Donc voilà les technologies qu'on met aujourd'hui en place.
On va avoir un retour d'expérience puisque l'exploitation commerciale a commencé le 26 mai jusqu'au mois de mars 2014. Je vous invite volontiers à venir à Genève au Salon de l'Auto pour voir, entre autres, le système. Et c'est parmi les révolutions qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est-à-dire on va passer d'un mode d'alimentation continue avec des lignes de contact à des modes d'alimentation qui vont être ponctuels aux arrêts. C'est ça le grand challenge et tout ce qui est avec énergie autour. Alors, merci beaucoup et bravo pour cette initiative. On espère que l'expérimentation sera concluante. Pour conclure, avant les questions, je me tourne vers Cédric Verpeau. Vous êtes responsable du pôle ville numérique et durable à la Caisse des dépôts et consignations. Et je voulais en fait vous faire conclure tous les échanges qui viennent d'avoir lieu devant vous avec votre point de vue, non pas de professionnels techniques, mais d'acteurs publics engagés dans le transport, dans l'énergie et dans le développement durable. Oui, merci. Je ne me suis pas trompé de table ronde. J'avais prévu d'intervenir à la fin, donc j'ai une position facile parce que je dois conclure avant les questions. Non, quelques remarques et peut-être apporter un regard complémentaire sur les enjeux de mobilité au sens un peu plus large et comment le véhicule électrique et la mobilité électrique pourraient s'intègrent dans ces enjeux de mobilité. Et partager 3 ou 4 points concernant l'enjeu des données et l'enjeu du positionnement de la collectivité locale, qui me paraît être assez central sur les enjeux de mobilité et non négligeable sur les enjeux de mobilité électrique. Alors quand je vais parler de données, là j'ai pas envie de parler de ce qui a été abordé rapidement lors de la dernière table ronde, mais je veux juste citer le risque sur les données, la sensibilité des données. Il y a sûrement des risques de sécurité. En revanche, sur les risques liés à la vie privée, on a tous dans nos poches des outils qui nous géolocalisent en permanence, qui demain vont intégrer la carte bancaire via les technologies NFC. Donc je pense s'il y a un risque par rapport à la vie privée, c'est quand même avant tout les petits objets communicants qu'on a dans nos poches, plutôt que les données liées aux véhicules électriques. Mais évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être attentif. Voilà, parenthèse fermée, parce que ça, des fois, ça montre en fait qu'on n'est pas confiant sur l'usage que va apporter le service. Quand il y a un usage qui est là, les gens en fait s'accommodent de la non-neutralité ou du risque et l'usage l'emporte. Sur les données, justement, la place des acteurs publics locaux et comment s'intègre le premier point, c'est et ce qui est ressorti au moins sur la partie, parce que j'ai compris en fait que les infrastructures publiques, c'était peut-être pas celles qu'on allait utiliser le plus en termes de recharge, mais c'est quand même des infrastructures qui vont jouer leur rôle. Moi, ça me fait tout de suite écho à la question de la neutralité de ces infrastructures, à la neutralité, comme il y a la neutralité des réseaux pour Internet ou sur d'autres réseaux. Donc ces infrastructures, elles vont être ou sur la voirie, ou elles vont être en relation avec les systèmes d'autopartage de la collectivité, ou dans du stationnement qui est en fait opéré via un délégataire, mais qui est de la compétence de la collectivité. Donc il y a un rôle que les collectivités sont en train d'appréhender, de garant de la neutralité en fait de ces infrastructures de recharge, garant de l'interopérabilité aussi, puisque vous le mentionniez, c'est en lien avec la neutralité des infrastructures, mais ça ne la résume pas. Ensuite, l'autre point concernant les données de la mobilité électrique, et comment elles s'intègrent, et comment elles peuvent faire sens, et comment elles peuvent démultiplier l'intérêt dans une logique globale de données de la mobilité. Donc les données du véhicule électrique sur lesquelles la collectivité aurait un droit de regard. Alors je ne vais pas dire une propriété, parce que là, on rentre dans des notions un peu complexes, comme sur la propriété des réseaux de distribution, j'imagine. Mais les bornes de recharge publiques, les flottes de véhicules électriques partagés, les flottes de véhicules publics, d'équipements de véhicules pour réaliser des services publics. Et derrière le véhicule électrique individuel, vont pas rouler sur des routes réservées aux véhicules électriques. Donc la mobilité électrique, elle s'intègre en fait dans la mobilité de la ville. Donc elle doit être pensée, quand on parlait tout à l'heure d'avoir les meilleures données possibles pour se rendre compte des pics
d'énergie. De l'autre côté, c'est évidemment les pics de circulation. Les gens vont peut-être pas utiliser tous les jours leur véhicule électrique, vont peut-être pas tous les jours prendre un véhicule électrique en libre partage. Donc les acteurs de la mobilité électrique, ils doivent aussi s'intéresser, comme s'intéresse la collectivité, en fait, à toutes les données de mobilité. Parce que c'est la vision globale sur est-ce que je prends demain ma voiture qui est importante pour savoir est-ce que je suis un élément en plus qui va aussi la recharger. Mais cette globalité de données, les collectivités sont en train de s'y intéresser. Elles étaient concentrées sur le transport en commun, parce que c'est quand même leur compétence. Mais on voit bien qu'il y a une place à prendre là sur qui va agréger. Je ne parle pas sur le côté technique, hein, la collectivité elle aura des partenaires industriels, mais qui va garder la souveraineté ou la gouvernance des données de mobilité, dont les données d'électromobilité sont une sous-partie. Et les données de mobilité, ce n'est pas que les données du transport en commun, c'est les données de la voiture individuelle, c'est les données du stationnement, public-privé, c'est les données de la marche, c'est les données des transports partagés, c'est les données du crowdsourcing, donc ce qui va remonter des réseaux, c'est les données des capteurs, c'est les données de la météo aussi, parce que tout ça, ça fait un grand tout qui va permettre aux acteurs industriels et collectivités d'avoir une vision beaucoup plus fine sur justement les pics de charge, parce que je vais avoir des pics de circulation, donc est-ce qu'ils sont directement liés? Et pour finir, il faut que je finisse. Pour finir, alors en un mot, les enjeux derrière de cette mobilité, de cette, on va dire, smart mobilité, dans laquelle la collectivité aura sûrement un rôle prépondérant à jouer, en tout cas sur les données, ils font appel derrière aux enjeux de la ville intelligente, parce que derrière, je commence avec la mobilité, mais derrière, j'agrège aussi tous les réseaux qui sont producteurs de données, et tout ça fait sens. Et au-delà de la smart, au-delà de la smart city, le vrai enjeu entre acteurs publics, locaux et industriels, il me paraît être la smart gouvernance plutôt. Donc voilà, pour finir. Merci beaucoup pour cette conclusion. Donc on le voit, le véhicule électrique, c'est un véhicule d'avenir, mais il y a encore de nombreux enjeux, de nombreux défis à relever, et les smart grids ont toute leur place à relever, à jouer dans ces défis. Maintenant, on place aux questions. J'imagine que les interventions de ces messieurs ont soulevé des interrogations. Ah non, il faut croire que vous avez été absolument brillants. Dans une autre table ronde ce matin, un utilisateur racontait son combat permanent pour recharger son véhicule électrique. Deux d'entre vous ont mentionné le projet JREV, et les utilisateurs de véhicules électriques, on en est déjà maintenant au premier pas, sont très attentifs et attendent avec beaucoup d'impatience une information plus complète sur les disponibilités de la charge, sur les lieux où il y a de la charge, où elle est ouverte vraiment à tous, pas spécialement à certains clients, où la place n'est pas occupée par une voiture ventouse. Quand peut-on annoncer une disponibilité de données statiques, voire même dynamiques, sur la recharge électrique publique? Bruno, puis ensuite Olivier. Alors, bon, le projet vient d'être lancé, hein, vous savez que la SAS est créée là, au 1er juin, donc c'est quand même un projet qui est récent. Ce qu'on veut, c'est essayer de rassembler un maximum d'acteurs du dispositif, public-privé, parce que ce qui va faire la force de JREV, ce sera la qualité et la fiabilité de sa base de données. Et cela, je rebondis sur ce qu'a dit Alain tout à l'heure, c'est qu'on a intérêt à y aller ensemble, c'est-à-dire qu'on a intérêt à travailler avec je dirais une filière française ou une filière de ceux qui veulent y aller qui soient soudés, parce que sinon ça risque de faire le jeu d'acteurs qui proposent d'autres solutions. Et donc nous avons sur ce sujet la volonté d'élargir au maximum assez vite le partenariat pour que ce cercle, je dirais, s'élargisse assez vite. Alors, la date de mise à disposition, pour faire court, on démarre, mais il faut se laisser le temps, il faut une année, au moins une année, pour pouvoir travailler sur ce sujet, mais je ne peux pas parler à la place des acteurs qui sont en train de se mettre en place. Simplement, notre volonté, c'est d'aller vite, parce qu'il n'y aura pas d'utilisation rationnelle des IRVE tant qu'on n'aura pas un minimum d'orchestration de tout cela. Ça a été dit par tout le monde. Alors, il y a effectivement la problématique des données qui sont dedans, mais il y a surtout la problématique de qu'est-ce qu'on dit aux utilisateurs et quand.
Voilà. Et donc 2 messages. On veut le faire assez vite, mais bon, c'est quand même pas quelque chose de simple. Et à mon avis, il faut le faire ensemble avec tous les partenaires pour gagner et y aller main dans la main. D'autres, dans d'autres pays à côté de nous, il n'y a pas besoin de chercher bien loin, savent parfaitement le faire. Je ne vois pas pourquoi nous, on serait plus idiots que les autres. Voilà. Olivier, vous pouvez peut-être compléter avec d'autres projets que le JREV. Oui, je pense qu'il y a des projets sur lesquels il y a des retours d'expérience qui seront à suivre, qui sont très intéressants. Un bébé a eu la chance d'avoir eu le mandat d'équiper un pays entier, qui est l'Estonie, avec 700 bornes de recharge, donc 200 bornes rapides et 500 bornes lentes. Voilà. Ce projet a été déployé avec, je ne sais plus s'il y a 1 millier de Nissan Leaf, quelque chose comme ça, ou 700, je ne me rappelle pas le chiffre. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça s'est fait d'un coup. Deuxièmement, c'est que les gens ont une vue immédiate de la disponibilité des équipements de recharge à l'endroit où c'est qu'ils veulent aller. C'est-à-dire juste, ça répond un peu à l'angoisse déjà de savoir est-ce que je vais avoir un point de recharge, est-ce que je peux le réserver et est-ce que je vais avoir une maintenance qui va être gérée de manière globale. Il y a derrière un cloud. C'est tout à l'heure, au tout début, vous m'avez posé une question et j'ai dit la borne elle-même est juste la partie visible de l'iceberg. Le système est beaucoup plus compliqué et c'est justement ce type d'expérience qu'il faut suivre pour voir comment on doit justement répondre à ces problèmes d'angoisse et s'assurer que les gens se sentent confortables à rouler dans des voitures électriques. On en revient toujours à cette problématique de la simplicité d'utilisation du véhicule électrique. Une autre question du monsieur là-bas au fond ? Oui, en termes de retour d'expérience, il y a des projets que vous n'avez pas mentionnés et pourtant qui sont des expérimentations à grandeur nature. Je pense à Autolib par exemple. Peut-être c'est difficile pour les acteurs privés qui sont ici d'évoquer ce projet, mais par exemple en tant que gestionnaire de réseau, quel retour d'expérience vous en avez en termes d'utilisation du réseau par exemple ? On est au tout début, puisque vous savez que Autolib Paris, puisque c'est Paris que vous citez, est en train de lancer une 2e vague. On est au tout début, on a à peine une année de retour d'expérience. Alors ce qu'on est en train de faire, c'est effectivement de regarder quels sont les profils de consommation qui sont attachés à ces nouvelles formes de consommation, parce que c'est quand même des usages dont on n'a pas l'habitude. D'autant que, comme vous l'avez bien compris, si j'ai parlé tout à l'heure d'un chauffe-eau, c'est un chauffe-eau qui se déplace. Donc il faut suivre ce chauffe-eau à roulette, si je puis dire, et être capable ensuite de voir comment se concentre, à quelle période, sous quelle forme, quelles sont les courbes de charge qu'on retrouve, puisque les offres qu'on pourra faire derrière, qui sont des offres, je dirais, attractives, découleront de la capacité qu'on aura à ajuster l'ensemble de ces courbes de charge à la réalité de la production, qu'elle soit une production dynamique qu'on a évoquée autour des ENR, ou qu'elle soit la production dite centralisée pendant les périodes de nuit qui sont plus favorables. Alors, pour l'instant, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un retour sur la capacité qu'on a d'honorer dans un laps de temps très court, puisque je rappelle que Bolloré sur Paris, ça a été, en l'espace de 18 mois, 850 stations de 6 bornes, ce qui fait un nombre de bornes très considérable, et qu'on a le retour, si vous voulez, sur la capacité à se mettre en œuvre, à se mettre en mouvement, pour placer ces bornes. Sur l'utilisation et les conséquences en matière de courbe de charge, on est tout à fait aux prémices, on le regarde, on est dessus, mais c'est tout petit peu tôt pour vous en dire plus pour l'instant. On va prendre une toute dernière question, après on va être obligé de conclure. Oui, une question pour M. Piperno. Là. Si j'achète une Zoé demain, est-ce que je peux la charger dans mon garage en tirant une prise 30 ampères dans mon garage pour éviter que ça chauffe ? Est-ce qu'une simple prise 30 ampères suffit ? Question piège. Aujourd'hui non, mais a priori ça va évoluer rapidement. Moi ce que j'ai compris c'est qu'il y a un câble qui va arriver très prochainement. Bon, messieurs, merci beaucoup. C'était passionnant. J'espère que ça vous a intéressé. Et merci.